In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Bonjour Denis, comment allez-vous? Très bien, bonjour Samir, merci de me recevoir une nouvelle fois dans Microciné. Très bonne Voilà. Donc, Je vous en remercie, Alors Denis, vous le connaissez bien, Denis Orliotti, producteur, journaliste, critique de cinéma, critique musique, mais surtout, il est co-auteur avec Philippe, avec le regretté Philippe Palin, d'un projet passionnant, fascinant, important, une histoire du cinéma français, et un projet qui va s'étaler sur donc les décennies de cette histoire qui a commencé dans les années 30, en 1930, vous aviez vu la première émission récemment, de 1930 à 1939-40, et aujourd'hui on va parler du second tome qui est dans l'actualité, c'est le tome qui est sorti récemment, il y a quelques mois de cela, édité chez Leitmotiv toujours, merci beaucoup Jean-François Jeunet pour cette aide apportée à la conception de cette émission. Voici donc le deuxième tome que Denis a coécrit avec Philippe Palin. Vous reconnaissez Diane Gélin, jeune dans les années 40, dans le film Rendez-vous en juillet de Jacques Becker, si je ne me trompe pas. Oui, et voilà, c'est ça. Et donc, on va parler de cette décennie très, 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 très particulière qui a gravé l'histoire avec un grand H, mais aussi l'histoire du cinéma français. On va en parler là dans quelques secondes. Je crois que je n'ai rien oublié, sauf si peut-être une petite chose. Peut-être ça serait intéressant de revenir un peu sur la genèse de cette histoire, de ce projet, et d'en profiter bien évidemment pour parler toujours encore bien évidemment du regretté Philippe Palin. D'où vient cette idée? De lui justement, voilà, je crois qu'il avait ça en germe depuis quelque temps. Après, voilà, j'ai eu l'occasion de le rencontrer via une personne qui nous a mis en commun, qui s'appelle Guillaume Rouleau, qui a finalement pas écrit, mais qui nous a mis en commun, en relation. Donc me disant, voilà, il y a Philippe Palin qui recherche, qui a envie d'écrire une histoire du cinéma français, et donc il recherche des co-auteurs, puisque le projet est quand même titanesque, d'autant plus qu'on avait prévu dès le début de voir ou revoir tous les films dont on allait parler, donc ça fait beaucoup de films à voir et à traiter. Et donc on s'est retrouvé là-dessus avec d'autres personnes qui finalement nous ont aidés à la marge pour ce volume, celui-ci, Daniel Pat, qui a écrit notamment sur La Belle et la Bête, et Ulysse Lédo qui a écrit qui a fait un portrait de Jacques Tatier, qui a écrit aussi sur La Main du Diable, très grand film, je trouve fantastique, de Maurice Tourneur avec Pierre Freinet. Mais finalement, voilà, essentiellement Philippe et moi-même donc avons écrit ce volume de 380 pages, reprenant donc, comme pour les années 30, année après année, quelquefois pour chaque année une introduction, pour remettre un peu le contexte historique, le film de l'année, d'autres films importants qui sont traités de manière assez longue, des films traités de manière plus rapide, et pour chaque année, un acteur, une actrice, un réalisateur et un dossier thématique qui est mis en avant. Voilà, histoire de donner une vision assez exhaustive de chaque année, de faire à la fois un travail d'historien, notamment sur les dossiers thématiques, mais aussi de faire aussi un travail de cinéphile, de passionné de cinéma, et dans un livre qui ne veut pas justement exclure des gens qui sont juste amateurs et qui sont intéressés aussi par les acteurs, les actrices, par Pierre Brasseur par exemple, ou Gérard Philippe pour la fin de la décennie. Voilà, donc on a voulu faire un livre qui à la fois touche les plus cinéphiles, un public plus large qui aime vraiment le cinéma de manière passionnée, simple, hein, et aussi donner effectivement un contexte historique qui explique pourquoi tel film à telle époque, pourquoi tel regard. Et ça devient extrêmement essentiel pour comprendre, a fortiori, ces années 40 qui sont traversées par effectivement les tourments de l'histoire extrêmement nombreux pendant toute la décennie. Voilà, de la drôle de guerre au début, donc voilà, mai-juin 40, et la défaite française avec l'armistice de juin 40, à l'occupation, période effectivement très, très importante pour l'histoire de France et aussi pour le cinéma, la libération avec l'épuration aussi, son cortège
d'exactions, de choses pas très positives non plus. Et après, voilà, la France de l'après-guerre qui va entamer les 30 Glorieuses, une nouvelle époque qui va se dessiner avec les années 50 à la suite. Et justement, d'ailleurs, on a fait une chose différente avec Philippe. Les années 40, souvent, ne sont pas étudiées de cette manière-là. On a tendance à... Moi, je l'ai vu à la fac, en fac de cinéma. On a tendance souvent à grouper les années 30 jusqu'à 44, presque, à mettre l'occupation, on va dire, comme une suite logique esthétiquement avec les années 30, tout en faisant un éclairage particulier sur la période de l'occupation. On en parlera, je pense, longuement avec notamment l'importance de la Continentale, qui produisait des films, donc c'est une société allemande qui produisait les films français à l'époque, enfin de nombreux films français. Et on a tendance à voilà, couper la décennie en deux et après, à partir de 45, de faire une sorte de continuum jusqu'à la fin des années 50, ce qu'on a appelé après, que les jeunes nous, les cahiers du cinéma, ont appelé la qualité française, de manière un peu péjorative. Donc voilà, couper un peu cette décennie 40 en deux. Nous, on a voulu justement ça partait aussi de notre idée de faire une histoire du cinéma par décennie, mais finalement de la remettre dans son intégralité, on va dire de 40 à 49, de donner une autre vision et de montrer que finalement il y a une logique propre interne à ces années 40, avec effectivement l'occupation qui est là et qui donne un cinéma très riche d'ailleurs pour la période, mais que effectivement au-delà, finalement la guerre va rester présente, y compris à la Libération, juste la deuxième partie de la décennie, voilà, née de la première. Et on peut imaginer aussi que des films comme Panique, par exemple, de Julien Duvivier, grand film de 1947, sa misanthropie, on peut voir ça aussi dans Les Portes de la Nuit de Marcel Carné, on peut voir ça aussi dans le premier film de Jean-Pierre Melville, Le silence de la mer, d'après Vercors, que même dans la deuxième partie des années 40, la guerre est encore très présente dans les esprits et dans une espèce de noirceur qui va beaucoup être présente dans cette deuxième partie des années 40. Donc là, finalement, ce que je dis est peut-être un peu flou, mais dans l'idée, en tout cas, notre idée majeure, c'est de se dire que voilà, les années 40 représentent une décennie en soi qui a sa logique propre interne et qui est une évolution. Voilà, c'est vraiment une période en soi qui finalement se détache des années 30 et qui, même si à la fin de la décennie commence à on sent déjà les années 50 qui pointent, l'importance de la jeunesse, le nouveau courant, ce genre de choses. Mais bon, c'est pas encore les années 50. Les années 40, c'est une décennie en soi, particulière, sans doute de transition, mais qui a sa logique interne. Et voilà, 40-49, c'était pertinent de traiter le livre comme ça. Il y a des décennies dans le cinéma français qui sont tellement évidentes qu'elles finissent par être peut-être moins développées. Je pense aux années 30, je pense certainement aux années 60 etc. Mais les années 40, c'est assez, effectivement, comme vous disiez, c'est une décennie assez particulière parce que comme vous l'écrivez dans le livre, beaucoup de personnes, beaucoup de stars du cinéma français partent, décident d'immigrer, refusent de rester en France parce que l'occupation nazie, etc. Et est-ce qu'il y aurait une espèce d'esthétique qui soit liée à ce cinéma-là, le cinéma français, de la première partie des années 40, hein, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale? On peut revenir effectivement, il y a un changement il y a Jean Renoir part aux États-Unis. À un moment, il était tenté d'ailleurs d'aller en Italie pour faire ses films. Oui. Surtout, au-delà de la guerre, c'est surtout suite à l'échec et à la déception qu'il ressent par rapport à la règle du jeu, qui sera réhabilitée plus tard par justement le Bazin et les jeunes des cahiers du cinéma. Duvivier part également. René Clair est parti dès 1935. Jacques Feder va partir ensuite. Jacques Feder, grand cinéaste aussi des années 30. On a tendance à l'oublier, mais voilà, il y a des très grands films de Jacques Feder. Et effectivement, en tout cas, il y a des nouveaux cinéastes qui apparaissent.
Alors, est-ce qu'il y a une esthétique? Bon, on peut parler quand même des nouveaux cinéastes qui arrivent. Il y a Robert Bresson qui va faire ses premiers films, même s'il va les renier plus tard. Il y a Clouzot qui avait fait un court-métrage dès le début des années 30, La Terreur des Batignolles, mais qui va là prendre son envol. D'abord comme, on va dire, comme scénariste, il a fait le premier scénario de ce qui va devenir les aventures du commissaire Vance, qui est dans voilà, L'assassin habite au 21, qui est son premier long métrage. Voilà, il a d'abord fait le scénario du Dernier des Six, qui est la première aventure de l'inspecteur Vance. Voilà, il y a Claude Autant-Lara aussi qui avait fait des premiers films dans les années 30, mais un peu comme, on va dire, un peu dans l'angle de Maurice Lehmann, qui faisait aussi des comédies. Et là, il prend son envol aussi. Il fait des films importants comme Le mariage de chiffon ou Douce. On a le cas aussi, je trouve, de Christian Jacques, qui fait des films plus importants, plus ambitieux pendant la période. La Symphonie fantastique, qui raconte la vie de Berlioz, qui est un très très beau film, on va dire. Il y a Boule de Suif, bon là on est à la fin de la guerre. Après, est-ce qu'il y a une esthétique particulière? Voilà, j'ai fait toute cette digression pour donner pour rebondir sur le fait que voilà, beaucoup de gens étaient partis. Et effectivement, Jean Gabin aussi n'est plus là. Il reviendra seulement en 1946 avec Martin Roumaniac, qui d'ailleurs sera un échec puisqu'il essaiera un peu de refaire le Gabin de l'après-guerre et ça ne va pas plaire au public qui a changé. Les années 40 se distinguent notamment par cette première partie, par le cinéma fantastique. Il y a beaucoup de cinéma fantastique dans cette période-là. Après, il y a une explication logique à ça. C'est que donc le cinéma français qui est sous occupation allemande, avec Goebbels qui lui-même lance l'idée d'un cinéma qui serait seulement un pur cinéma de divertissement, un cinéma qui ne va pas parler de la réalité que vivent les Français sous l'occupation, un cinéma finalement médiocre avec des films. C'est l'idée de Goebbels. Donc la tentation pour les cinéastes français d'investir le champ du fantastique devient intéressante. Car d'un coup, voilà, on est détaché de toute la réalité, on peut se permettre, justement dans des œuvres qui semblent être de pure fantaisie, de parler de la situation actuelle. Et c'est une période faste, hein. Donc on peut citer effectivement Les Visiteurs du soir, qui est un film donc, qui est un des films majeurs de la paire Carnet-Prévert, qui est un film d'ailleurs on peut l'interpréter comme un film sur la résistance, d'une certaine manière, puisque voilà, c'est le diable qui vient pour semer la zizanie et empêcher un amour, notamment entre les deux personnages principaux. Et même au-delà à la fin, même pétrifiés par le diable, leurs cœurs vont continuer à battre. On a vu après-guerre, ce qui n'était pas le cas à l'époque, hein, mais après-guerre, on a vu ça comme un signe de la résistance. Mais Carnet, si je peux me permettre de vous interrompre, je crois que Carnet était un peu à côté. Enfin, pour lui, c'était pas cela, hein, c'était autre chose. Après, c'est vrai qu'on l'a beaucoup presque imaginé après-guerre, aussi parce que Prévert avait écrit un poème dans les années 30, après la guerre d'Espagne, enfin pendant la guerre d'Espagne d'ailleurs, un poème anti-franquiste. Il prenait cette image de couple pétrifié. Donc on a fait une association en imaginant que son discours anti-franquiste pouvait effectivement être anti-occupant à l'époque. Et donc il y a ce film-là, il y a La main du diable, on en a parlé. Il y a Sortilège aussi, on est à la fin de la guerre, un très grand film de Christian Jacques. On a les films, on a notamment aussi alors des films qui ne sont pas exactement fantastiques, mais qui jouent sur une imagerie un peu de conte, comme L'assassinat du Père Noël, qui est d'ailleurs le premier film produit par la Continentale. Donc Continental, comme je l'ai dit, c'est la boîte de Alfred Greven, allemand, donc voilà, qui est un personnage assez complexe, assez trouble, mais qui finalement a permis aussi à des films français très ambitieux d'exister, en tout cas qui n'a pas empêché leur réalisation, qui n'a pas empêché aussi des techniciens juifs comme Jean-Paul Le Chanois, qui était par ailleurs résistant, membre du Parti communiste et juif, de continuer à faire des films pour la Continentale, car Alfred Greven trouvait que c'était un bon technicien, donc il ne voulait pas empêcher Le Chanois de pouvoir travailler sur ses films.
Donc, en tout cas, il y a cette partie-là, quand on parle d'esthétique, en tout cas de films fantastiques qui ont, je trouve, un peu donné le ton d'un cinéma fantastique français qui a toujours été très justement sur le conte de fées, la rêverie, et voilà, jusqu'encore aujourd'hui, on peut citer le dernier film de Céline Sciamma, Petite Maman, qui est un conte d'une certaine Mhm. manière, voilà, qui fait que le cinéma fantastique français a souvent été associé à ces idées, loin d'un cinéma qui fait peur. Voilà, dans les années 40, aux États-Unis, il y a Jacques Tourneur qui fait La Féline. Voilà, nous on n'a pas d'équivalent à l'époque. On a des films beaucoup plus, comme je l'ai dit, des contes de fées qui sont, qui sont La Belle et la Bête, par exemple aussi, hein, qui sort après-guerre, mais qui reste complètement influencé par cette imagerie, hein. C'est ça, exactement. Mais ce qui est assez incroyable aussi lorsqu'on s'intéresse à cette décennie particulière, euh, c'est de voir que, en fait, il n'y a jamais eu réellement de rupture. Il y a toujours eu une réceptivité incroyable de la part du spectateur, du public pour ce cinéma-là. Il n'y a pas eu de caisse vide finalement. Les salles de cinéma étaient toujours pleines et les gens venaient voir des films, venaient voir leurs acteurs et leurs actrices préférées. Et il n'y avait pas toutes ces questions qu'on s'est posées beaucoup plus tard ensuite sur les coulisses de ces fabrications-là. Et question très très simple, très bateau peut-être, mais c'est une question qu'on a beaucoup posée et puis que vous posez dans le livre, c'est que le cinéma français, donc toujours de cette première partie des années 40, hein, est-ce que, question dont je connais un peu la réponse, mais c'est intéressant de vous d'entendre parler, enfin que vous le dites, que vous en parliez, c'est comment ce cinéma se positionnait par rapport à cette grande histoire qui venait et qui allait tout balayer pendant 3-4 ans, pendant les 3-4 ans d'occupation nazie en France. Comment il s'est positionné ce cinéma? Alors, c'est un cinéma, donc on peut remarquer, donc voilà, l'idée en tout cas, c'était de faire des films, on va dire, des purs divertissements, et donc effectivement, on parle pas d'occupation directement, on voit Hmm. aucun soldat allemand dans tous les films de la période. Il y a à peu près 200 films qui sont faits pendant l'occupation. On peut remarquer aussi qu'il y a peu de films de propagande vraiment antisémites ou anti-franc-maçon, par exemple. Il y a un film voilà, qu'on met toujours en exergue, c'est Force occulte de Jean Mamy, qui pour Mhm. l'histoire était un ancien du Grand Orient de France, hein, et qui sera condamné, fusillé à la Libération. Donc il y a Force occulte. Après, il y a des films qui sont vichistes dans l'esprit. On peut en citer quelques-uns. Par exemple, Le Voile bleu de Jean Stévy. On a aussi Péché de jeunesse de Maurice Tourneur. C'est deux films qui mettent en avant l'importance de la famille énormément. Dans les deux cas, voilà, c'est des gens qui, dans Le Voile bleu, avec Gaby Morley, c'est une femme qui s'est occupée de jeunes enfants, c'est un peu une mère courage qui n'a pas d'enfants, mais voilà, qui a des enfants par procuration parce qu'elle s'en occupe et qui les retrouve un après l'autre. Et voilà, on loue cette femme qui s'est sacrifiée pour l'enfance. Péché de jeunesse, c'est un peu la même chose finalement, avec quelqu'un qui s'aperçoit, c'est Harry Bor, grand acteur, donc qui va mourir de manière tragique pendant l'occupation d'ailleurs, parce qu'on le croyait juif. Voilà, il a été emprisonné un moment et dans des conditions désastreuses. Voilà, il est sorti, il avait perdu 30 kilos. Voilà, il est mort de son séjour en prison. Et Mhm. Péché de jeunesse, oui, c'est un homme qui s'aperçoit qu'il a eu finalement plein d'enfants et qui va essayer de les retrouver, de se faire aimer d'eux, et qui finalement, c'est un homme très riche qui va donner toute sa fortune pour les orphelins. Donc il y a ces films-là. Il y a notamment un autre film qui moi, m'intéresse toujours parce qu'il voilà, il est symptomatique aussi d'une histoire douloureuse, c'est Mermoz de Louis Cuny. Mhm. La France a besoin, voilà, la France elle a quand même perdu la guerre. Il y a le drame de Marcel Kébir aussi, où toute la flotte française est détruite par l'aviation anglaise, qui est un gros traumatisme. Et des films comme Mermoz essayent de mettre en avant des figures de Français héroïques. Donc là, on tombe sur une imagerie presque d'héros antiques, et on met en avant donc voilà Mermoz, l'aéropostale.
à ce moment-là. Là où c'est vraiment une histoire tragique, c'est que celui qui joue Mermoz, Robert Hugues Lambert, finalement homosexuel, a été arrêté, fait prisonnier à Compiègne avant d'être déporté. Et pour les dernières prises de son du film, puisque le film n'était pas terminé, l'équipe, l'opérateur son et le réalisateur Louis Cuny sont allés à Compiègne alors qu'il était emprisonné et ont fait des prises de son alors que Robert Hugues Lambert est mort, était fait prisonnier. Et voilà, et après, donc, il est mort. Enfin, celui qui représentait finalement la France héroïque a été déporté et est mort en prison. Donc, ça montre le dramatique, le pathétique de cette histoire. Ouais. Après, on peut remarquer que donc il y a quelques films qui effectivement peuvent faire acte de résistance. Les Visiteurs du soir avec un point d'interrogation. Il y a Pontcarral, colonel d'Empire de Jean Delannoy, Oui. qui est en avant comme un film qui peut avoir quelque part donné des signes de la France qui reste résistante. Et voilà, il y a un sous-texte derrière, notamment parce que l'acteur principal, Pierre Blanchard, sera à la pointe, on va dire, de la résistance et sera à la tête du comité de l'épuration à la fin. Enfin, il sera d'ailleurs un peu très dur avec certains de ses confrères. On dit souvent que c'est un peu le fou qui est un vide. Donc, mais la présence de Blanchard et une phrase dans le film où il dit précisément, je ne sais plus, oui, sous un tel régime, c'est un honneur que d'être condamné. Voilà, cette phrase a été perçue comme un appel à la résistance. Mais après, voilà, il y a des films extrêmement complexes, hein, extrêmement. Le cas du Corbeau est le cas emblématique d'un film qui est produit par la Continentale et d'un film qui parle de délation, qui parle aussi d'avortement, qui met en avant une prostituée aussi, qui est Ginette Leclerc, et qui joue même dans une scène complètement, donc on en parle beaucoup dans le livre, de la scène où Pierre Larquet agite une lumière, donc l'ampoule bouge, et voilà, et il explique voilà, où est l'ombre, où est la lumière, et le film joue totalement sur cette image de situation trouble où il est difficile de savoir où est le bien, le mal, dans un film extrêmement misanthrope. Hein. Et ce film-là, donc, a pu être fait sous l'occupation. Voilà, on est loin de la vision de Goebbels de faire des œuvres, des œuvres sans intérêt et bêtes, on va dire. Et le cas du Corbeau est intéressant à plus d'un titre, car le film a été très mal perçu à l'époque par l'occupant, qui n'aimait pas qu'on parle, enfin par les Allemands et par Vichy, qui n'aimait pas qu'on parle de délation, au moment où justement les délations étaient nombreuses. Et il a été très mal perçu à la Libération, parce qu'on a trouvé que c'était un film anti-français. Pierre Blanchard en parlait, écrit un article acide. Enfin, c'était une attaque en règle du film qui a valu beaucoup de problèmes. Pierre Freinet a fait un séjour en prison, pas seulement à cause de ça, mais parce qu'il a fait des séjours à la Continentale et parce que s'il était président du syndicat des acteurs, donc il a fait un séjour en prison. Et surtout, Clouzot a été interdit de. À un moment, il a subi une interdiction à vie de faire des films qui finalement a été levée assez vite. Il a pu faire Quai des Orfèvres en 1947 avec je pense, beaucoup d'aigreur de sa part. Mais donc voilà, il y a ces films-là qui transparaissent, comme Le Corbeau. On pouvait citer avant La Fille du Puisatier, qui est aussi totalement emblématique de la période. La Fille du Puisatier, film de Pagnol, presque qui met en avant aussi l'importance de la terre, de la filiation. Voilà, c'est du Pagnol. Hein. Mais c'est vrai que dans ce contexte de l'occupation, on peut presque dire que le contexte peut être vichiste, mais c'est pas le cas parce que c'est Pagnol qui est comme ça. Et d'ailleurs, Pagnol va refuser de faire des films pendant toute la période. Hein. Il va refuser, alors que l'occupant lui propose de faire des films, il va refuser, il va seulement faire Naïs à la fin de la guerre. Il va aussi aider, il va permettre à beaucoup de ces techniciens de pas partir en Allemagne à cause du STO, en les faisant travailler dans une ferme où d'ailleurs ils vivaient des œillets, c'est assez rigolo. Il va les protéger de cette manière-là. Et La Fille du Puisatier, oui, le plus important, c'est se dire qu'à la fin du film, il y a un discours qui est fait par Josette D,
un discours, c'est Pagnol qui parle dans l'absolu, Pagnol qui est très triste, puisque cette partie a été faite au moment où la drôle de guerre a lieu, et notamment des amis de Pagnol comme Robert Bassac, qui joue dans pas mal de films des années 30, est mort. Donc il fait un film pour célébrer les morts. Et l'occupant va tout de suite enlever ça et va remplacer par cette scène de Joseph D par un discours de Pétain. Et à la fin de la guerre, ce discours va être enlevé et va être un temps remplacé par un discours de De Gaulle. Voilà. C'est intéressant de voir que sur un film qui est finalement assez innocent, La fille du puisatier, comment à chaque période on le récupère idéologiquement, on essaie de lui donner un discours qui n'était pas le sien. Oui, Et mais pardon, excusez-moi de vous avoir interrompu, mais ça peut créer des confusions incroyables parce que moi, je me souviens, étant adolescent, de découvrir ce film donc sur FR3. Oui, à l'époque, c'était encore FR3. Et généralement, les Pagnols passent toujours en été pour des raisons qui, voilà, c'est comme ça. C'est Pagnol, c'est l'été. Et je me souviens d'avoir vu La fille du puisatier avec cette version enfin, avec la séquence pétainiste. Hein. Je me souviens très très bien de ce moment-là et je me souviens bien de m'être dit, ah, tiens, je ne savais pas que Pagnol avait eu des convictions pétainistes. Donc ça peut créer quand même une certaine confusion. oui. Ouais. Mais de toute façon, la période est complexe. C'est difficile parfois de savoir. Il y a le cas de Claude Autant-Lara qui est quand même hallucinant. Oui, oui. Claude Autant-Lara, il a été 2 fois au Front National. Il a été au Front National à la fin de la guerre. Il était résistant. Le Front National était lié à la résistance. Oui, oui. Le Front National à la fin de sa vie, Autre du chose. côté européen. Et Claude Autant-Lara, c'est intéressant parce que voilà, il est d'un côté résistant, mais de l'autre côté, il avait écrit des lettres de délation contre Pierre Bromberger, qui était un producteur juif. Et donc après, il a été inquiété justement par voilà, Claude Autant-Lara était authentiquement antisémite. Voilà, lui-même justement, on en a parlé vaguement, mais il a eu le sentiment d'être brimé dans les années 30 et de ne pas pouvoir faire les films qu'il voulait. Et je pense qu'il a pensé que c'était dû à un complot judéo-maçonnique. Hein, voilà, la guerre arrive, là d'un coup, ça lui permet de faire des films qu'il veut. Et il fait des films très très importants. On a parlé de Douce. Même après la guerre, Occupe-toi d'Amélie, c'est une adaptation de Feydeau qui est très drôle, puisqu'il casse le quatrième mur. Et à un moment, je conseille à tout le monde de voir le film. Le public qui voit le film n'est pas content de ce qu'il y voit et monte sur scène et empêche le film de se faire. Enfin, c'est très drôle. Il va faire la traversée de Paris. Enfin, c'est des films quand même importants. Mais par ailleurs, voilà, c'est quelqu'un qui était à la fois résistant et antisémite et qui envoyait des lettres de délation. C'est assez incompréhensible d'une certaine manière aujourd'hui. On peut aussi imaginer les Allemands, les acteurs français ont fait plusieurs voyages de promotion du cinéma français en Allemagne. Donc il y a le cas Suzy Delair par exemple, Albert Préjean qui a fait les 2 voyages. Après, Albert Préjean, c'était un as de la Première Guerre, un ancien combattant. Philippe Palin dans le livre pense, et je pense qu'il n'a pas tort, que c'était surtout le souvenir de la Grande Guerre, c'est la volonté de se dire oui, plus de guerre, enfin la Der des Der qui l'a fait participer aux 2 voyages. On ne peut pas forcément l'accuser justement de collaboration et d'être voilà, d'adopter les thèses vichistes. Danielle Darieux qui a fait les voyages aussi, mais son amant était menacé aussi, donc elle l'a fait peut-être parce que voilà pour par, par chantage d'une certaine manière pour protéger la vie de son amant. Il y a des cas d'actrices qui ont été brisées. Je pense à Mireille Balin, qui est une des grandes actrices des années 30, une des ventes qui est oubliée aujourd'hui, qui est d'ailleurs mort dans la misère la plus totale, qui, par amour, a à un moment été avec elle a d'abord été avec un boxeur tunisien, après elle a été avec un soldat allemand, un lieutenant, je crois. Elle avait tourné, mais un peu, je pense, par naïveté, dans un film franquiste, Les Cadets de l'Alcazar, de Augusto Genina, qui est vraiment un pur film de propagande franquiste. Et à la fin de la guerre, voilà, elle a voulu s'enfuir avec son amant allemand. Et à Beau Soleil, c'est la ville où j'ai vécu, donc ça me fait toujours bizarre d'en parler. Et ils ont été rattrapés par la FFI. Lui a été passé par les armes. On ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé, mais on pense qu'il a été tué et pendu. Et elle a été tabassée, violée par les FFI. Ouais. Elle a fait de la prison. Et voilà, quand elle est sortie de là, sa vie
de femme, je pense, et sa vie d'actrice a complètement été foutue. Et voilà, elle est morte dans la misère. Il y a le cas aussi de Corinne Lucher, qui est une actrice un peu culte. Modiano, notamment, on parle beaucoup dans ses livres, qui a joué dans le dernier Tournant, qui est la première adaptation du Facteur sonne toujours deux fois de James Cain, qui est un très grand film de Pierre Chenal. Et elle, son père était un vrai haut fonctionnaire vichiste, très proche du gouvernement. Elle aussi a fréquenté tout ce milieu-là, mais elle était jeune, et je pense plus pour suivre son père et par naïveté. Et voilà, ils sont partis à Sigmaringen. Son père a été condamné et fusillé. Elle a plus fait de film et elle est morte, je crois, en 1949-1950, à 28 ans, de la tuberculose. Il y a ces destins brisés qui sont terribles. On a parlé d'Haribor, on peut parler aussi par exemple, de Charpin, qui joue Panis qui, lui est mort. C'est terrible. Il avait des problèmes de cœur et à la fin de la guerre, à cause des problèmes de coupure de courant, il habitait au 6e étage, il devait monter à pied et il ne pouvait pas prendre l'ascenseur, il est mort d'une crise cardiaque à ce moment-là. Enfin, bon, il y a plein de destins comme ça, et d'ailleurs, il y a plusieurs articles, plusieurs textes qui relatent tous ces destins qu'ont fait les acteurs, les scénaristes. On raconte plein de choses truculentes aussi, comme Charles Trenet, qui a été inquiété à un moment parce que les Allemands trouvaient qu'il ressemblait à Harpo Marx. Donc, et voilà, tout ça a été. Il y a Arletty aussi. Arletty qui après la Seconde Guerre mondiale, sa carrière était pratiquement plus là. Elle avait qui est, je ne sais pas si finalement elle a prononcé ou pas, mais voilà, mon cœur est international, qui a eu pas mal d'aventures. C'est une période passionnante, trouble, et voilà, on a essayé de se remettre dans le contexte, tout en essayant de s'en dégager aussi. Il y a aussi tout un texte sur le cinéma colonial qui, voilà, comme je l'ai dit, la France est humiliée en 1940, mais elle se réjouit d'être encore un empire. Et il y a beaucoup de films coloniaux comme Brazza ou L'épopée du Congo, L'homme du Niger de Jacques de Baroncelli, et c'est des films qui sont de prestige, L'homme du Niger devait être sélectionné au premier festival de Cannes de 1939 qui n'a pas eu lieu. Il est sorti en février 1940 et qui montre, voilà, l'importance de la France dans ses colonies. C'est une pure propagande qui montre, voilà, comment la France amène les lumières, la santé, la technique auprès des pauvres Africains voilà, comment elle sauve l'Afrique par des films chrétiens aussi, Brazza ou l'épopée du Congo de Léon Poirier, met en avant le fait que non seulement les Français sont des êtres supérieurs, mais a fortiori parce qu'ils sont chrétiens. Et il y a aussi une guerre aussi avec les Anglais, puisque voilà, l'épopée du Congo se fait c'est la France contre les Anglais d'une certaine manière, et voilà, il y a une espèce de rivalité franco-anglaise qui est exacerbée dans le film. Tout ça a lieu aussi dans les années 40, et on a essayé, voilà, de remettre aussi, de revoir ces films, ou de les voir et d'en parler, car ils sont complètement symptomatiques d'une période et d'une vision qu'avait la France sur elle-même à l'époque. Quand les nazis perdent la guerre, donc une nouvelle étape arrive. La deuxième partie des années 40, donc entre 45 et 49-50, que va devenir à ce moment-là le cinéma français? Est-ce qu'il va y avoir très vite une réponse très forte et très sèche et fondamentale à ce qui s'est passé pendant 4-5 ans? Ou alors, paradoxalement, il va y avoir une forme de continuité comme ça dans la manière de questionner la société, dans l'esthétique? Comment ça va se passer? Il y a deux choses peut-être. D'abord, d'un point de vue, on va dire, j'allais dire institutionnel, il se passe beaucoup de choses. Effectivement, un comité de l'épuration, et le cinéma français règle ses comptes de manière assez brutale. Guitry sera arrêté par des FFI en 44 en pyjama. Il va faire 60 jours de prison, par exemple. Voilà, parce qu'il considère que voilà, il a été mondain. Voilà, alors que Guitry, pareil, on ne peut pas forcément l'accuser d'être projet allemand, mais en tout cas, c'est la vision. Voilà, on a parlé Clouseau, les problèmes qu'il a eu. Il y a beaucoup de gens qui, finalement, vont faire de la prison, vont être inquiétés. Des acteurs vont partir, comme Robert Le Vigan, qui, lui, pour la peine,
a collaboré. Ouais. Il va faire des films en Argentine. Il va d'ailleurs mourir en 72 dans la misère. Donc le cinéma règle ses comptes d'une certaine manière. Et aussi, on crée le CNC, chose importante. Le Comité national de la résistance aussi met en avant le fait que la culture doit être un ciment pour les peuples. Donc il y a la volonté d'institutionnaliser tout ça. Il y a, donc, de ce côté-là, voilà, c'est une nouvelle ère qui va s'ouvrir. Il y a les accords très importants Bloom-Burns qui vont arriver. Donc, ces accords vont être très importants car donc, c'est un prix qui est fait à la France de plus de 600 millions de dollars pour la reconstruction notamment. Et en contrepartie, les Américains exigent que les Français diffusent plus de films américains. Alors, les films américains étaient vus dans les années 30. Après, dans les années 40, la première partie, évidemment, pas de films américains. D'ailleurs, les Français, à la place, ils avaient des films allemands qu'ils n'aimaient pas tellement. Donc, c'est aussi pour ça que les films français allaient voir beaucoup de films français, parce qu'il n'y avait pas les films américains non plus. On le dit dans le livre, mais entre le nombre les recettes augmentent double entre 1938 et 1943. Donc, c'est une période faste. Et la France va à peu près continuer sur cette lancée-là. Il y a une volonté, il y a beaucoup de ciné-clubs qui sont créés. Alors, le ciné-club, c'est Louis Deluc qui les a créés bien avant. Mais il y a une nouvelle. Oui, il y a une envie de créer des choses. Le CNC, comme je l'ai dit, les cahiers du cinéma vont arriver en 51, c'est pas tout de suite, mais avec le CNC aussi va créer bientôt des aides au court-métrage. Il y aura l'avance sur recette à la fin des années 50 et tout ça va participer notamment à faire émerger de nouveaux cinéastes et la nouvelle vague en premier lieu. Après, effectivement, je trouve qu'il va y avoir deux types de films, je trouve, dans la deuxième partie des années 40. Des films très noirs, ça je l'ai dit, le film de Carnet, Les Portes de la Nuit, qui est encore esthétiquement inspiré par le réalisme poétique. C'est un film qui n'a pas peur de parler de marché noir, de délation. C'est un film très très sombre. Panique de Duvivier. Duvivier revient en France, il a fait des films aux États-Unis. C'est un film extrêmement misanthrope. Duvivier l'a toujours fait. Alors dans ce film-là, c'est d'une noirceur, y compris sur la foule qui poursuit à la fin Michel Simon. Moi, quand j'avais vu le film, ça m'avait rappelé Frankenstein et la foule qui poursuit le monstre pour le tuer et les faire expier de ses fautes. Et on peut voir ça aussi, des réminiscences de l'épuration. Ouais. Il y a le film aussi de Clouseau, Manon, d'après Manon Lescaut, qui est une adaptation moderne où effectivement on parle d'épuration fortement dans le film. Donc il y a toute cette partie qui est assez sombre. Après, des films qui ne vont pas parler précisément de la guerre, mais qui sont des dés d'envers, c'est pas très gai non plus. Oui, les films d'Allégret, effectivement, sont extrêmement noirs. Une si jolie plage, c'est un film extrêmement sombre sur le genre humain. Donc il y a toute cette partie-là. Et après, il y a une partie beaucoup plus légère d'une certaine manière. Donc, il y a, comme je l'ai dit, le fantastique qui revient, qui continue, en tout cas, la Belle et la Bête dans cette continuité-là. Il y a un film, Les Jeux sont faits, qui est d'ailleurs sur un scénario de Jean-Paul Sartre, qui parle aussi de fantômes. Il y a Sophie et le fantôme de Claude Tanlara, avec Jacques Tati qui joue le rôle d'un fantôme, avec d'un coup son nom bien... Enfin bon, avec la mère de Claude Brasseur, là, son nom ne vient plus. Odette Joyeux, qui joue le rôle. C'est un film délicieux. Il va y avoir aussi, à la fin de la période 1949, il y a c'est Sylvie et le fantôme, je crois. Sylvie et les fantômes, exactement. Pardon, excusez-moi. Voilà. Bravo, exactement. C'est un film, oui, délicieux, qui renvoie un peu au film américain de l'époque, à l'aventure de Madame Muir, par exemple, qui sort à peu près à la même période. Après, voilà, vers la fin de la guerre, vers la fin des années 40, où là on se rapproche, il y a des films qui justement vont être beaucoup plus légers, qui annoncent, je trouve, la décennie suivante. Il y a deux cas précis qu'on peut citer. Rendez-vous de juillet, le film de Jacques Becker, qui met en avant le jazz notamment, qui est un film sur la jeunesse. Alors, c'est presque nouveau, je trouve. Les films sur les enfants, il y en a, parce que Les Disparus de Saint-Agile, Zéro de conduite avant, L'assassinat du Père Noël aussi parle aussi des enfants. Nous les gosses de Louis Daquin,
film qui est sorti pendant l'occupation, mettant en avant les enfants. Et là, c'est un film sur la jeunesse, avec notamment Nicole Courcelles, Daniel Gélin, Maurice René, Brigitte Aubert. Et ça annonce d'une certaine manière déjà ce que vont être les années 50, où il va y avoir effectivement les tricheurs, après la vérité, avec Clouseau, où justement cette prise de pouvoir d'une jeunesse qui justement ne se reconnaît pas dans la vie de papa, voilà, qui met en avant des nouvelles valeurs. Là, c'est le jazz, bientôt ça sera le rock. Et on voit ça déjà, Jacques Becker a cette intuition dans son film. Et après, il y a le cas de Jour de fête, qui est le premier Tati, et qui est intéressant à plus d'un titre, un film voilà, qui renvoie au burlesque de Max Linder, donc qui est finalement très français. On se réapproprie le burlesque, hein, d'une certaine manière. Et en fait, donc il y a eu des tentatives de films en couleur, notamment La Belle Meunière, justement, avec de Pagnol, avec Tino Rossi dans le rôle de Schubert. Voilà, mais les couleurs étaient un peu ratées, on va dire. Et là, le Jour de fête, ça doit être le premier film en couleur, tourné avec la pellicule Thomson Color. Finalement, il y a eu des problèmes et heureusement, il y avait une caméra de secours en noir et blanc qui va permettre au film de sortir. Et on pourra le voir en couleur seulement dans les années 80. Mais la couleur qui finalement aussi dans les années 50 va prendre son essor. Il va y avoir des œuvres majeures, notamment French Cancan par exemple de Renoir, qui revient en France, enfin qui revient en Europe. D'abord il y a Le Fleuve, bon, c'est un film franco-indien. Voilà. Et après il y a French Cancan, voilà, il rend hommage à la peinture de son père. Il va y avoir beaucoup de films, hein, et Dieu crée la femme, c'est en couleur. Et déjà, voilà, c'est annoncé par Tati. Mais voilà, on a les deux, je trouve. On a la volonté complètement de changer les idées d'une certaine manière et d'épouser déjà les 30 glorieuses, une France qui va revivre, même si les tickets rationnement sont encore valables jusqu'à la fin des années 40, donc encore en crise, on va dire. Et en même temps, des films qui témoignent d'une plaie qui n'est pas refermée, qui d'ailleurs va pas à se refermer, même voilà, encore maintenant. C'est encore parfois des polémiques de savoir est-ce que Vichy a permis de sauver, bon, c'est une thèse, les thèses d'extrême droite qui parfois ont cours encore aujourd'hui. Voilà, est-ce que Vichy, par son action, a finalement sacrifié peut-être les juifs étrangers, mais a permis d'en sauver plein d'autres? Ou quelque part, est-ce que Vichy a accentué, a été plus royaliste que le roi? Enfin, je n'aime pas l'expression vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, elle est beaucoup trop légère par rapport à la situation. Voilà, c'est des questions qui vont durer pendant encore jusqu'à aujourd'hui, qui vont surtout à partir des années 70, de la sortie du Chagrin à la Pitié, de Marcel Aufude, le documentaire, et du bouquin de Paxton, La France de Vichy. Voilà, on va rééclairer cette période et se dire, voilà, la France a collaboré, l'État français en tout cas a collaboré. Voilà, là, on est encore dans une période où on ne le voit pas, on ne veut pas le voir. On n'en a pas parlé, mais il y a deux films emblématiques qui célèbrent la résistance française. On est dans cette espèce de storytelling. Il y a deux films qui sortent en 1946, c'est La bataille du Rail de René Clément, les deux d'ailleurs de René Clément. La bataille du Rail, qui montre avec la résistance faire, vraiment la résistance au sein des chemins de fer français, comment finalement toute la France s'est unie pour résister, du simple cheminot au directeur, à la bourgeoisie, tout le monde, c'est voilà, une France unie qui finalement résiste et libère la France. Et l'autre film de Clément, c'est Le Père Tranquille, qui lui dédouane les Français qui n'ont pas fait grand-chose. C'est édifiant, ce film est édifiant quand on le voit aujourd'hui. Voilà, c'est quelqu'un qui avait l'air tranquille, qui n'avait pas l'air de résister finalement, dans l'ombre résister. Et ça ouvre l'idée, la perspective de se dire que finalement son voisin, qui n'avait pas l'air d'être le premier à justement résister contre l'équipement, a peut-être œuvré en silence, en sous-main, j'allais dire, à son humble niveau, à résister. Donc voilà, ça participe à la création, l'édification d'une mythologie de la résistance. Il y a un texte d'ailleurs sur l'évolution de la vision de la résistance entre cette période jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière. Voilà, qui va durer encore une vingtaine d'années et qui va complètement voler en éclats dans les années 70. Il y a notre film aussi, Les Guichets du Louvre de Michel Mitrani, Mitrani, je ne sais plus là, coup, le nom, Paul Mitrani, qui raconte la rave du Veldiv et qui montre que voilà, c'est la France de Vichy
les gendarmes français qui ont décidé de rafler aussi les enfants, ce qui n'était pas prévu par l'occupant allemand. Voilà, mais ça, bon, c'est à venir dans les prochains volumes, j'allais dire. Bah, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a une bonne transition. Mais en tout cas, je rappelle que nous étions là pour parler d'aujourd'hui du tome 2 de ce projet pharaonique qui s'appelle Une histoire, tout simplement une histoire du cinéma français. Donc, vous pouvez retrouver la première partie des années 30 sur la chaîne, vous cherchez, vous la trouverez. Et puis, cette deuxième partie, c'était donc les années 40. On a un peu parlé vers la fin des années 50, mais donc ça sera le troisième tome. D'ailleurs, alors là, nous sommes le 26 nous enregistrons l'émission le 26 juillet. Ça devra être diffusé, je pense, d'ici 2-3 semaines, donc au mois d'août. Mais le tome 3, il paraîtra quand exactement? Alors, à l'automne, hiver, voilà. Je pense avant la fin de l'année, j'espère. D'accord. On n'a pas beaucoup parlé d'histoire. Je voulais juste quand même préciser que le livre, voilà, on parle d'histoire parce que c'est une histoire du cinéma français, mais on parle surtout beaucoup de films. Oui. Avec l'amour des films, voilà. C'est pas justement un livre historique et on a à cœur, ne serait-ce qu'avec en mettant en avant les films de l'année, les acteurs, les actrices, voilà, avant tout de parler aussi de cinéma et de parler des œuvres qui composent cette décennie, œuvres riches, voilà. Il y a aussi Les Enfants du Paradis, il y a quand même beaucoup de films majeurs qui sortent dans les années 40 et on leur rend hommage avec Philippe à 4 pages ou presque d'une certaine manière. Oui, mais ça, depuis le début de l'émission, vous ne citez que des films, donc c'est exactement ça. Le livre fait plus de 375 pages, donc effectivement, on ne peut pas parler de tout, mais c'est vrai qu'il faut rappeler ce que vous avez dit dès le début de l'émission, à savoir l'architecture du livre, c'est très important, donc c'est après une introduction où l'on parle on contextualise cette période, cette décennie importante dans le cinéma français. Il y a chaque année, donc vous présentez l'année en question. Je vais prendre par exemple l'année 40, pour que les gens savent à peu près comment l'architecture a été construite. L'année 40, le film de l'année pour vous, c'est La fille du puisatier de Marcel Pagnol, on en a parlé. Gros plan ensuite, c'est L'homme du Niger de Jacques de Barancelli, on en a parlé aussi. C'est pas un grand film, mais voilà, c'est très important, c'est intéressant d'en parler justement pour montrer justement comment la France se voit à l'époque, à travers voilà, une vision de la France coloniale. Voilà, c'est pas la plus glorieuse, mais justement, on regarde en face l'histoire. C'est un gros plan. Et ensuite, il y a le coup de cœur, c'est Battements de cœur d'Henri Decoing avec Daniel Dario, je crois, si je ne me trompe pas, une petite comédie. Dario, exactement. Les premières comédies très légères. Très légères. On pourrait être chez Frank Capra ou chez Hans Lubitsch, qui avait fait d'ailleurs, voilà, c'est avec notamment au début, il y a une école pour apprendre à voler. Et voilà, c'est un film délicieux. Voilà, ça mérite un coup de cœur. Decoing a fait beaucoup de films. Il a fait beaucoup de films, donc c'est très inégal, mais il y a des films très importants. Il y a, dans les années 50, on en parlera, c'est des coups de cœur, je crois, pour 50-51, c'est La vérité sur Bébé Dompte, d'après Sidney. Ah oui, bah oui, bien sûr. Il a fait aussi pendant la période de L'inconnu de la maison, qui est un film interdit à la fin de la guerre, puisque dans le film nommément, le coupable, c'est un juif, c'est Mouloudji. Donc finalement, c'était rayé à la fin, mais le film par ailleurs est un film extrêmement brillant avec Rému. Voilà, donc Battement de cœur, oui, à revoir d'urgence. C'est un film qui devrait être remboursé par la sécurité sociale, je trouve. D'ailleurs, pour Un inconnu dans la maison, c'est marrant parce qu'il avait été, il y a eu un remake de Lautner avec Belmondo et le coupable, si je me souviens bien, n'avait pas cette particularité d'appartenir à une communauté ou à une religion. Ouais. Non, je crois qu'ils avaient gommé cela et ça a été fait dans les années 90, si je ne me trompe pas. Bref. C'est ça, exactement. Alors, il y a L'Arrêt sur image, vous parlez de d'autres films. Il y a L'en accéléré aussi. Vous choisissez un réalisateur par année, là en 40, c'est Henri Decoing, on vient d'en parler. Une actrice, Edwige Feuillère. Voilà. Un acteur, Claude Dauphin. Claude Dauphin, je crois que c'est. Et voilà. Et qui avait joué aussi dans. Oh là là, c'est terrible. Casque d'or, si je ne me trompe pas. Oui, c'est lui qui joue le sacré personnage. Voilà, un sacré personnage. Exactement. Et puis. Qui a été FFI, hein, d'ailleurs. Qui a été plutôt du bon côté de la barrière et il y a Jean-Pierre Aumont aussi. Il y a vraiment des acteurs qui ont été extrêmement courageux. Et Dauphin en fait partie de ce côté-là. Et puis vous clôturez chaque année par un dossier. Donc là, pour le coup, c'est Cinéma et Colonie,
ou alors les autres dossiers, c'est sur l'occupation, la résistance, le fantasy dans le cinéma français. Voilà, c'est un livre qui parle, qui est avec le cinéma, et avec le cinéma, on comprend mieux un peu la situation, la société dans laquelle ces gens-là évoluaient. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on va se retrouver donc en automne ou peut-être en hiver pour le tome 3. Ça va être intéressant, les années 50, là aussi. Oui. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup. Merci à je vous en prie. Et on continuera la conversation donc dans quelques mois. On fera ça comme ça. Avec plaisir. Au revoir. Bonne journée à vous. Générique. C'est parti. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.